Bonjour à tous. Nous sommes de retour pour la dernière ligne droite de notre forum et qui sera assez dense. Je crois que vous vous en êtes aperçus. Donc, on ira au pas de charge et avec la joie d'accueillir de nombreux experts qui vont nous produire leur expertise, leur point de vue sur différentes questions. Et évidemment, comme vous le savez déjà, comme l'indique le programme, on va parler essentiellement de la problématique de l'eau. Il y a un peu plus d'un an, quand on préparait le Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar, du 21 au 26 mars, il y avait eu une prise de parole, notamment du président Macky Sall, qui était en ce moment-là président en exercice de l'Union africaine, et qui, avec le président de la Banque mondiale, David Malpass, ils ont lancé un appel concernant justement la problématique de l'eau en Afrique, et ils appelaient au renforcement de la sécurité hydrique du continent africain. Ce qui était visé au-delà de cet appel, c'est surtout une meilleure gestion de l'eau afin de garantir l'accès universel et équitable, notamment comme le stipule l'ODD 6 des 17 ODD. Et en Afrique, plus que partout ailleurs, cela revêt un enjeu très vital qu'on peut décliner en plusieurs problématiques dont certaines seront abordées durant les 3 tables rondes de cet après-midi. Donc, nous commencerons d'abord par faire le point sur les connaissances liées à l'eau, les données climat-eau, les ressources d'eau souterraines. Et ensuite, nous établirons un lien entre la question de l'eau, la protection des écosystèmes, à travers le sujet très épineux de l'empaillage. Ce sera la 2e table ronde. Et nous finirons cette série, justement, en parlant des différents usages de l'eau et les enjeux de paix et de sécurité liés à l'eau. Donc, pour répondre aux impératifs de qualité et de quantité, justement, toute politique de l'eau doit se fonder sur des connaissances fournies et fiables. Il est donc important de faire le point de ces connaissances-là en parlant de ressources disponibles, de liens climat-eau et des données spécifiques à l'Afrique. Pour conduire donc cette table ronde, j'ai la joie et le plaisir, l'honneur d'accueillir M. Jérôme Cassier, ministre conseiller de la délégation permanente de l'Union européenne auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève. Nous aurons dans le même panel le docteur Boubacar Bari, chercheur associé à l'IPAR et au pôle Eau Dakar, conseiller scientifique du secrétariat du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar et président du comité technique d'experts au GWPAO, si on lit ça en anglais, Global Water Partnership Section Afrique. Nous aurons en ligne le professeur Faye Sering, directeur de l'école doctorale eau, qualité et usage de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Nous avons en présentiel M. Antonio Bombelli, responsable scientifique du groupe d'observation terrestre du climat, Système mondial d'observation du climat et Organisation météorologique mondiale. Et en ligne, évidemment, et finalement, M. Paul Henner, directeur de projet Système d'information sur l'eau à l'Office international de l'eau, qui va nous produire son argumentaire, son développement depuis le sud de la France. Donc, merci beaucoup, M. Jérôme, et je vous laisse la parole pour animer cette table ronde. Merci beaucoup, Monsieur Didier Bébana, et aux organisateurs du Forum Afrique 2050, en particulier M. Julien Chambol, qui nous a contactés pour votre invitation à participer à cette importante réunion que l'Union européenne est très heureuse de soutenir. Je suis donc très impressionné parce que je suis le généraliste au milieu de spécialistes, mais vous avez particulièrement bien pitché, comme on dit en anglais, votre réunion sur 3 des plus importantes priorités de l'Union européenne, à savoir notre soutien à la coopération multilatérale, aux institutions et à l'action des Nations unies en particulier, et en particulier à Genève, au développement de notre partenariat avec l'Afrique. Concrètement, à Genève, cela se traduit notamment par un dialogue régulier et structuré des ambassadeurs de l'Union européenne et de l'Afrique. Et enfin, last but not least, l'eau. C'est une priorité essentielle pour l'Union européenne
à la fois à l'intérieur de l'Union européenne et à l'échelle mondiale. Les 27 ministres européens ont adapté dès 2018 des conclusions du Conseil spécifiquement consacrées à la diplomatie de l'eau et ont renouvelé leur engagement en 2021 par des conclusions sur le rôle de l'eau dans l'action extérieure de l'Union européenne. Et en mars de cette année, au niveau des chefs d'État, les 27 chefs d'État ont spécifiquement reconnu la nécessité d'une action européenne et mondiale renforcée en matière d'eau et souligné l'importance d'une approche stratégique de l'Union européenne en la matière. Donc, c'est une priorité au plus haut niveau de l'Union européenne. Ces conclusions des ministres et des chefs d'État soulignent l'importance de la gestion intégrée des ressources en eau et de la coopération transfrontalière en particulier. Ils identifient spécifiquement la Convention sur l'eau de la CE-ONU comme un outil clé pour y parvenir. En fournissant un cadre juridique international et un renforcement des capacités, la Convention sur l'eau, qui, comme vous le savez, est basée à Genève, est particulièrement bien placée pour aider à renforcer les connaissances et la confiance nécessaires au développement de la coopération. Nous sommes résolument favorables à sa mondialisation et nous sommes très heureux de voir que le processus avance rapidement avec 8 parties, dont 7 d'Afrique et une Moyen-Orient. Félicitations à l'Irak et au Nigeria pour leur adhésion dès 2023. Et si je comprends bien, encore 5 de pays africains qui sont en passe de rejoindre la Convention et d'autres qui se mettent, ont marqué leur intérêt à rejoindre. Nous utilisons nos réseaux de délégations en l'Union européenne dans ces pays pour défendre et soutenir un tel mouvement. Nous sommes membres de la Transboundary Water Cooperation Coalition, qui a souligné l'importance de la coopération transfrontalière, en particulier lors de la conférence de l'eau 2023 des Nations Unies. Nous appuyons notre engagement politique sur l'eau avec un soutien direct au secrétariat de la Convention et l'Union européenne donne un soutien financier important aux actions concrètes avec ses partenaires mondiaux. En particulier, dans ce programme mondial d'action pour l'eau lors de la conférence 2023, cela comprend un engagement spécifique à améliorer la coopération transfrontalière entre les bassins hydrographiques, y compris les eaux aquifères, afin de renforcer l'intégration régionale et de faire de l'eau un moteur clé du développement durable et la transition verte et de la paix. Cet engagement a immédiatement été traduit en une action concrète. Nous avons lancé en mars dernier une importante initiative Team Europe sur la gestion des eaux transfrontalières en Afrique, en étroite collaboration avec nos États membres, la Banque européenne d'investissement, l'Union africaine et le Conseil des ministres africains chargés de l'eau. Cette initiative fonctionnera au niveau tant continental, régional et national, je pense, et en deçà au niveau local. Je pense que c'est un thème qui reviendra dans nos discussions, couvrant 60% du territoire africain et bénéficiant à 900 millions de personnes. Nous lançons également une initiative en Asie centrale. Cela signifie que Team Europe, c'est-à-dire l'Union européenne et les États membres participants, mettent à disposition plus de 1,1 milliard d'euros pour la coopération dans le monde de l'eau transfrontalière, en travaillant sur l'amélioration de la gouvernance, des connaissances et investissements, avec au moins 47 pays dans 18 grands bassins hydrographiques transfrontaliers. Pour ce faire, le mot a été prononcé, la connaissance et les données sont essentielles. Une des composantes de cette initiative sur la gestion des eaux transfrontalières en Afrique vise à améliorer les connaissances, les outils d'analyse et les systèmes d'information pour gérer durablement les ressources en eau et l'adaptation au changement climatique. C'est dire l'intérêt de cette première table ronde sur les connaissances liées à l'eau qui va nous éclairer sur une nouvelle approche des données climat-eau et les enjeux des ressources d'eau souterraines. C'est donc pour moi un honneur de présenter en particulier les intervenants. Maintenant, Didier, vous l'avez déjà fait, mais je voudrais peut-être rafraîchir les auditeurs, que le premier intervenant sera M. Boubacar Bari, chercheur associé à l'IPAR et au pôle d'eau Dakar, conseiller scientifique au secrétariat du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar. Et je pense qu'il donnera une vision générale avant des interventions plus spécifiques, les visions générales sur l'eau-climat, les relations entre l'eau de surface et les eaux souterraines, qui sont évidemment le thème de cette table ronde, et la gestion rationnelle de l'eau. Et puis, nous aurons des interventions plus spécifiques sur la gouvernance de l'eau, stockage, préservation et valorisation, l'importance de la formation, la politique des données et l'appui institutionnel, juste pour vous donner une idée générale, et nous introduirons les autres éminents panélistes lorsqu'ils parleront. Monsieur Boubacar. Merci.
Bon, bonjour tout le monde. Et je suis particulièrement heureux de l'invitation. Je pense que le thème est bienvenu, de parler de la question de l'eau. Une fois qu'on a déjà passé la première étape qui était le 9e Forum mondial de l'eau qui était organisé à Dakar, la conférence des Nations Unies sur l'eau, et maintenant on prépare le 10e Forum, celui de Bali en Indonésie. Et je pense que la situation est très intéressante pour parler des questions de l'eau. Je voulais juste dire une chose, j'ai quelques diapos, je ne sais pas si les diapos peuvent passer, voilà, pour donner un aperçu de ce qui se passe. Et là, je vais essayer également de rentrer un peu dans le détail. L'eau est une ressource vitale pour l'Afrique, de manière générale. Et les nombreux pays sont confrontés à des défis monstres. Je pense que la diapo n'est pas très claire, mais c'est juste pour dire qu'il y a des milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau. Et quand on revient sur le continent africain, c'est des millions d'Africains qui n'ont pas accès, proprement dit, à la ressource en eau. La diapo suivante. L'ampleur de la question de l'eau dans le monde. On a 28 pays dans le monde qui souffrent de pénurie d'eau. On a également 80 pays dans le monde qui souffrent de pénurie ponctuelle de l'eau. Tantôt ils en ont, tantôt ils n'en ont pas. Ceux qui souffrent de pénurie, la fréquence est très élevée. Mais on a 9 pays dans le monde qui se partagent plus de 60% des ressources en eau dans le monde. Donc, il y a quand même une question d'équité, entre guillemets, par rapport à la ressource. Ils n'ont pas choisi d'être dans ces pays, bien sûr. Ceux qui sont dans les pays où il n'y a pas d'eau ne l'ont pas choisi non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? La prochaine. Maintenant, pour 2050, parce que c'est l'horizon 2050 qui nous intéresse. La situation, elle est vraiment alarmante. Si on se réfère aux différentes projections qui existent, projections des Nations Unies, projections faites par International Water Management Institute, où j'ai passé une bonne partie de ma carrière de chercheur dans le domaine de l'eau. On sait très bien qu'une personne sur 4 est susceptible de vivre dans un pays touché par des pénuries d'eau. Il faut reconnaître ici qu'il y a je dois essayer d'expliciter c'est quoi la pénurie d'eau. Il y a 2 types de pénurie d'eau en réalité. Il y a la pénurie physique, c'est quand la ressource pratiquement n'existe pas, ou elle est totalement ou presque entièrement épuisée. Si c'est en Afrique, vous voyez bien les zones dont je parle, c'est l'Afrique du Nord et c'est l'Afrique australe généralement, où la pénurie elle est physique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais les autres pays, la plupart des pays ont une pénurie économique de l'eau. La pénurie économique, c'est quand la ressource existe, mais les investissements, le financement pour les investissements n'est pas présent. Et c'est là où la communauté internationale doit faire un effort de plus dans le financement pour que cette eau-là qui est dans le sol ou cette eau-là qui coule dans les rivières puisse être mise à la disposition des populations qui en ont besoin. Il y a aussi un problème sur la concurrence pour l'accès à l'eau, elle est inévitable. Hein? Entre pays se partageant des bassins, si vous prenez le cas de l'Afrique, il y a environ 64 bassins versants qui sont partagés. Un bassin est dit partagé quand au moins 2 pays doivent partager la ressource. Ça peut être un lac, ça peut être une rivière, etc. Donc, se pose cette question-là, comment se répartir cette ressource en eau? Elle peut être source de conflit. L'autre aspect, l'eau aussi a une dimension géostratégique qui en fait un problème de sécurité dans la politique de nombreux États. Ce n'est pas une nouveauté. Si vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, la plupart des conflits qu'il y a au Moyen-Orient, le soubassement, c'est qui contrôle la ressource en eau. On ne le dit pas, mais qui contrôle la ressource a le pouvoir.
il y a aussi l'inégalité d'accès, qui est la principale cause des conflits de demain. Elle le sera. Là, ce sont les usages, la compétition pour les usages, à l'intérieur des pays, à l'intérieur des communautés, etc. Comment peut-on résoudre tous ces problèmes-là? Je vais donner quelques aperçus là-dessus. Je pense que c'était la dernière diapo. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail pour dire les connaissances des ressources en eau en Afrique de manière globale. Si on prend l'accès à l'eau potable, parce que là aussi, quand on parle d'eau, il faut voir l'eau dans sa globalité. Ce n'est pas seulement l'eau potable, parce que nous consommons de l'eau et nous rejetons de l'eau. Nous produisons de l'eau, mais cette fois-ci, nous produisons une eau qui est usée. Donc, quand on parle de la question de l'eau, il faut qu'on cerne ces deux éléments qui sont particulièrement importants. Les eaux potables comme les eaux usées, il faut qu'on en parle. Donc, dans de nombreux pays africains, on continue à lutter pour assurer un accès adéquat à l'eau potable. Et selon l'OMS et l'UNICEF, déjà, environ 2/3 des Africains, de la population africaine, n'a pas eu, seulement 2/3 ont eu, de la population a pu avoir eu accès à une eau potable améliorée, entre guillemets. OK? Et ça, c'était en 2017, c'était un constat qui avait été fait. Alors, c'est ce qui explique d'ailleurs, quand les ODD sont partis en 2015, l'horizon c'était en 2030, est-ce qu'on peut assurer que nous allons avoir de l'eau potable pour tous et partout? Je crois qu'on est très, très, très loin du compte. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt pour reconnaître qu'on n'atteindra pas l'objectif en 2030. Les ODD, la date, c'est 2030. Deadline, c'est 2030. C'est sûr qu'on ne va pas atteindre ces objectifs-là. Et je crois qu'à la conférence de New York, beaucoup ont reconnu cela, et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et surtout du point de vue financement de la ressource en eau. Cependant, il existe des disparités importantes entre les zones urbaines et rurales sur la question de l'eau. Si en zone urbaine, où les gens sont les plus ils arrivent à se faire entendre, les zones rurales, dans la plupart du temps, restent un peu éloignées de la réalité. Ils ont moins accès à l'eau potable de manière générale. Des progrès ont été faits dans beaucoup de pays, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Maintenant, pour l'assainissement, c'est à peu près la même chose. L'assainissement, seulement environ 28% de la population africaine avait accès à des installations d'assainissement en 2017. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2023, 6 ans après, que cela ait réellement bougé. Je reste convaincu qu'on est presque dans la même fourchette. Donc, on n'a pas accès à l'eau potable, on n'a pas accès également à un bon assainissement. Mais si on considère les ressources en eau en Afrique de manière globale, l'Afrique dispose de suffisamment de ressources douces, en eau douce. Les réserves sont considérables, qu'elles soient de surface ou qu'elles soient souterraines. La question qui se pose, c'est qu'il y a des disparités énormes sur le continent. Comme j'ai dit tantôt, quand je parlais de la pénurie, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe subissent effectivement des contraintes et des pénuries récurrentes qui sont dues au fait que la ressource s'est rarifiée, disons le truc. Mais le reste de l'Afrique, y compris le Sahel, dont nous parlons tant,
dont on a vu des images déplorables le plus souvent, même si les eaux de surface posent problème, il va de soi que les ressources des aquifères, nous avons des aquifères qui ont des rendements très élevés et qui pourraient être mis à disposition des populations. Mais aussi, on a un autre problème. On a tous ces stress hydriques qui se passent, mais qui est essentiellement dû à un problème de variabilité climatique, diront certains, changements climatiques, diront d'autres. Je pense que notre collègue de l'OMM apportera beaucoup plus de précision. De la même chose, de la même façon, notre collègue, mon frère, professeur Sri Faye, parlera plus ou moins des eaux souterraines. Parce que dans un contexte de changement climatique, si vraiment on cherche de la résilience dans la conservation de la ressource, il faut faire en sorte qu'on essaie de stocker le maximum dans le sol. Parce qu'une chose est claire et certaine pour tous. Changement climatique, on observe qu'il y a une augmentation de la température. Tout le monde l'a observé. Et si on observe changement de température, ça veut dire que tout le cycle de l'eau est perturbé parce qu'il y a plus d'évaporation qui se produit. Donc, à quoi bon stocker de l'eau en surface pour en perdre une grande partie par évaporation, même si rien n'est perdu dans la nature, quand ça part d'ici, ça va retomber ailleurs. Et donc, les populations locales n'en bénéficient pas. Donc, il y a un autre aspect sur la question de l'eau chez nous, en Afrique, c'est la gestion durable des ressources en eau. Même si elle est essentielle pour assurer la disponibilité à long terme de l'eau en Afrique, elle est quasiment négligée dans la plupart de nos États. Il y a des politiques, il y a des institutions qui sont mises en place, mais il suffit de creuser un peu pour voir les insuffisances dans la gestion des ressources naturelles. Cependant, il y a quand même des initiatives qui sont en cours pour renforcer la gouvernance de l'eau, telles que favoriser la coopération régionale à l'échelle de bassins. Vous avez l'exemple de beaucoup de bassins, comme l'OMVS, l'OMVG, le bassin du Niger, etc., le bassin de la Volta, qui sont des coopérations réussies en Afrique de l'Ouest. Mais vous n'avez pas la même coopération pour ce qui est du Nil. Même si vous avez une bonne coopération pour ce qui est du Congo, ça reste aussi à améliorer. Donc, on a besoin de coopération et on a besoin d'avoir une idée de gestion intégrée des ressources en eau. L'eau est considérée comme, ne doit pas être considérée juste comme un facteur de développement. Mais l'eau contribue à tous les éléments de la vie. Il y a le côté culturel de cette eau-là, de l'eau, dont on doit prendre en compte. On doit prendre en compte aussi les connaissances endogènes. Les populations qui savent comment gérer l'eau. Elles ont géré l'eau à travers l'histoire. Et ce n'est pas nos règles apprises à l'université récemment qui font qu'on doit tout changer. L'exemple de la gestion de l'eau en pays Mossi ou même en pays Zoulou en Afrique du Sud sont des exemples sur lesquels on doit bâtir des politiques de l'eau dans nos pays. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Il y a le changement climatique, j'en ai parlé aussi. Le changement climatique, avec tous les éléments que ça provoque, la perturbation du truc. Donc, il convient alors de noter que l'état des connaissances et des données spécifiques varie d'un pays à l'autre en Afrique. Il faut toujours éviter, ce qui est souvent fait dans le système des Nations Unies, c'est de généraliser. Il faut analyser secteur par secteur, pays par pays, entité par entité pour mieux comprendre et trouver la solution qui s'y est. Certains pays disposent de meilleures informations parce qu'on a un problème. On a un problème en Afrique, c'est les informations sont quasi inexistantes ou quand elles existent, il est extrêmement difficile d'avoir accès
à l'information. Quand je dis l'information, je parle des données, parce que la donnée, elle seule, ne sert pas à grand-chose. C'est la donnée analysée et traitée qui permettent de définir des politiques. Malheureusement pour nous, en Afrique, les données sont cloisonnées, les données sont difficilement partagées dans la plupart des pays. Donc, c'est un élément sur lequel il faut vraiment investir afin de soutenir une gestion plus efficace et durable de cette ressource si précieuse qu'on appelle l'eau. Maintenant, pour améliorer les connaissances des ressources en eau en Afrique, dans un contexte de changement climatique, je voulais donner quelques suggestions pour qu'on essaie d'avancer. La première suggestion, c'est renforcer la collecte des données. Il est essentiel de disposer de données précises et actualisées sur les ressources en eau en Afrique. Cela peut être réalisé grâce à la mise en place de réseaux de surveillance hydrologique, ce que l'OMM tente si bien que mal à faire, à l'utilisation de capteurs, de stations météorologiques automatiques, ainsi la collecte régulière de données sur les précipitations, les débits des rivières, les niveaux des nappes phréatiques, etc. On a besoin de faire un effort d'investissement dans la collecte des données. Ensuite, le deuxième point, c'est promouvoir la recherche. Comment? Encourager la recherche scientifique sur les ressources en eau en Afrique permettra d'approfondir notre compréhension des systèmes hydriques, des cycles de l'eau et des effets du changement climatique. Les gouvernements, les universités et les organisations de recherche devraient collaborer pour soutenir la recherche pluridisciplinaire dans le domaine de l'eau. Ça, c'est un besoin. Un troisième point, c'est renforcer les capacités locales. Investir dans la formation et le renforcement des compétences des professionnels de l'eau en Afrique est essentiel, voire fondamental. Cela peut inclure la formation sur les techniques de collecte de données, l'utilisation d'outils de modélisation hydrologique, l'analyse de données et la prise de décision éclairée. C'est là où le bas blesse, malheureusement. Quatrième point serait encourager la coopération régionale. Le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre les pays africains peut être extrêmement bénéfique. Les pays peuvent collaborer pour échanger des données, partager des expériences et mettre en place des politiques communes pour une gestion durable des ressources en eau dans un contexte de changement climatique. Le cinquième et avant-dernier point serait utiliser la technologie. Les progrès technologiques peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration des connaissances sur les ressources en eau. Par exemple, l'utilisation de systèmes de télédétection basés sur des satellites peut aider à surveiller les ressources en eau sur des vastes territoires. On a besoin de tout ça. De plus, des outils de modélisation informatique peuvent être utilisés pour simuler et prévoir les changements futurs dans les ressources en eau. Et last but not least, la sensibilisation et l'éducation. Il est important de sensibiliser les communautés locales, les décideurs politiques et les parties prenantes sur l'importance de la gestion durable des ressources en eau, l'éducation sur les enjeux liés à l'eau, le changement climatique et les pratiques de conservation de l'eau peut favoriser une meilleure compréhension et une participation active dans la protection des ressources en eau. En combinant ces mesures, il est possible d'améliorer les connaissances sur les ressources en eau en Afrique et de mieux préparer les pays à faire face à des défis posés par le changement climatique. Cela permettra une gestion plus efficace et durable des ressources en eau, essentielle pour assurer la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique et le développement socio-économique de toute la région africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup, professeur Barry, sur cette intervention à la fois riche et concrète, avec des suggestions très, très précises, et cette vision globale à la fois des statistiques, de la situation contrastée en Afrique, mais aussi des pistes de changement de politique et de pratique.
Je passe tout de suite la parole au professeur Seigné Fayet, directeur de l'école doctorale Eau, Qualité et Usage de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous présentera des éléments plus spécifiques sur les eaux souterraines et les eaux de surface, l'aspect stockage, préservation, valorisation, mais aussi l'importance de la formation de spécialistes. Monsieur Fayet, la parole est à vous, en ligne, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Vous me recevez bien? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues panélistes. Tout d'abord, je transmets mes salutations à toute l'audience présente en salle et l'audience en ligne. Et je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce panel, qui est d'une importance capitale au vu des sujets qui sont traités. Je suis encore d'autant plus ravi de me mettre derrière mon collègue et ami Boubacar Bari, qui a fait vraiment un cadrage des grands problèmes et des grands enjeux en Afrique, surtout en ce qui concerne la ressource en eau. Et comme il l'a dit, l'Afrique va vers ce challenge sur les ressources en eau et de manière beaucoup plus englobant sur la sécurité de l'eau, hein, qui prend en compte toutes les dimensions. Et ce terme, hein, donc, est en droite ligne avec les ODD, surtout l'ODD 6, qui est en lien avec les autres ODD, mais également avec la vision africaine de l'eau de 2063 et tout récemment avec le Forum mondial de l'eau tenu à Dakar, qui traitait sur le thème Water Security for Peace and Development. Donc, je crois que le thème, ce sous-thème de cette conférence va en droite ligne, hein, par rapport à visions stratégiques, hein, qui ont été définies. Il a bien introduit le sujet, parce que dès l'instant qu'on parle de l'eau, on ne pourrait pas spécifier l'eau dans le cycle global. Hein, c'est l'eau atmosphérique, l'eau de surface, l'eau souterraine, l'eau des océans, parce que c'est un système hydraulique qui marche en continuité ici. Mais si on prend ce cas spécifique sur les eaux souterraines, c'est de la même manière qu'il est dans tous les autres pays. Les ressources en eau souterraine représentent donc les potentiels les plus importants qui sont protégés plus ou moins suivant donc les conditions, les contextes, par rapport aux effets néfastes des actions anthropiques. Hein, quand je parle d'actions anthropiques, je parle d'exploitation, je parle de pollution, de relations directes avec l'environnement, mais également par rapport à des phénomènes naturels. Hein, dont le premier, c'est vraiment le cycle de l'eau. On a vu l'expérience, hein, surtout dans nos sous-régions, c'est dans toute la période même, hein, je dirais dans la période du quaternaire qu'on connaît beaucoup plus, hein, donc les 10-20 derniers milliers, hein, d'années ici, que notre partie du continent subit des phénomènes climatiques très intenses avec des périodes très humides, hein, qui alternent avec des périodes très sèches, mais également des périodes chaudes et froides ici à ce niveau, surtout par rapport à notre sous-région. Hein, donc, en tant que géologue, je fais un peu cette discrétion pour montrer que le cycle de l'eau est très changeant, parce que dès l'instant qu'on parle, on fait toujours référence par rapport à la sécheresse donc, du Sahel, qui date du début des années 70, hein, jusqu'aux années 2000, hein, avec toutes ces variations qu'il y a. Et un autre point en jeu qui est là, c'est par rapport au potentiel, hein, parce que le potentiel dépend du type de réservoir.
ce qu'on observe donc, ici en Afrique et dans la sous-région, c'est les grands réservoirs qui concernent donc les bassins sédimentaires qui renferment des stocks d'eau vraiment très importants et qui ont été introduits donc, dans les systèmes hydrauliques des milliers et des milliers d'années, parce qu'on a vu des systèmes hydrauliques qui concernent des eaux très vieilles, qui sont des eaux fossiles, mais également on a des eaux dans les zones de socle qui constituent une grande partie des pays africains et dont le potentiel est relativement médiocre, mais également c'est un potentiel qui est très vulnérable par rapport aux actions entreprises. Ce qui fait qu'il y a une différence suivant les zones, comme on a une différence suivant les zones climatiques ici. Et ces grands potentiels, comme vous voyez, l'eau étant dans un système dynamique, comme on a dans les cours d'eau. Je prends l'exemple du bassin du fleuve Sénégal, dont la source, c'est le Fouta Djallon. De la même manière, pour le fleuve Niger, ça traverse beaucoup de zones. C'est exactement la même chose aussi pour les bassins sédimentaires et surtout par rapport aux réservoirs souterrains. Je donne juste ici un exemple que je connais bien, qui est l'exemple du bassin sénégalo-mauritanien qui renferme des eaux souterraines très importantes. C'est la même chose que le bassin de Taourine et les autres bassins qu'on se retrouve en Afrique. C'est pour dire que le potentiel est là. Et ce potentiel est relativement résilient par rapport au changement climatique parce que c'est des eaux qui s'enfouissent dans des réservoirs et qui subissent, une fois enfuies, ça subit peu l'influence des changements climatiques. S'il est vrai que dans les zones de recharge, on peut les avoir, mais comme Dr Boubacar Bari vient de le dire, si c'est des eaux de surface, l'impact est relativement direct. Ce qui fait qu'ici, un des grands problèmes, on dirait ici, c'est vraiment comment établir un bilan plus ou moins équilibré, qui prenne en compte les enjeux de développement, surtout ici. Donc, comment gérer les ressources en eau de manière durable tout en les utiliser pour le développement socio-économique. Et ça aussi, vous voyez que ça fait référence au potentiel dont le docteur Boubacar Bari vient de dire. Et surtout, l'un des grands challenges qu'on a ici au niveau de l'Afrique et qui est un des paramètres les plus importants, parce que dépendant également des zones, c'est le grand problème de la recherche. Comment les eaux souterraines se renouvellent ici à ce niveau. Comme on l'a dans la répartition géographique du climat, des zones qui sont fortement déficitaires en termes de pluviométrie, des zones qui sont relativement humides et qui peuvent se passer même dans un pays. Ici, si je prends l'exemple du Cameroun, entre le Cameroun zone sud, où on peut pas avoir jusqu'à 4000 mm, et la zone nord, qui est une zone déficitaire, ici, on voit bien comment ça impacte sur les ressources en eau. Donc, un des challenges, c'est vraiment la recherche, et ici, surtout par rapport à l'évaluation de la recherche et sa prédiction dans le futur. Parce qu'ici, on prend en compte la vision 2050. Et même, si je dirais, au-delà, parce que les prévisions climatiques, comme on l'a dit, en termes d'augmentation de température, c'est une donnée certaine. Les prévisions le montrent. Tous les modèles climatiques montrent qu'il y a une tendance à la hausse des précipitations. Mais si on prend en compte le paramètre pluvieux, ici, on voit que c'est vraiment des modèles qui sont très incertains ici et qui pourraient avoir de grandes conséquences sur le renouvellement des eaux souterraines. Alors, ce qu'il y a dans ces eaux souterraines, c'est, on le dit, c'est souterrain, il faut une compréhension des systèmes hydrauliques, ce qui varie, grande différence selon les pays, ici à ce niveau, et cette compréhension est due à ce que des outils ou bien des ouvrages hydrauliques
n'ont pas été, ou bien des études approfondies n'ont pas été exécutées dans ces zones pour comprendre comment fonctionnaient ces systèmes. Et surtout, il a évoqué le problème des eaux transfrontières ici, à ce niveau, hein, qui présentent des compréhensions ou bien des données relativement inégales selon les zones ici, de telle sorte que les fonctionnements de ces systèmes ne sont pas bien compris ici à ce niveau. Et ça, c'est un des grands challenges. Et cela aussi, hein, donc, devrait nous porter vers vraiment un intérêt, hein, à cet investissement donc, dans la compréhension des systèmes à travers donc, les études, les projets, ici à ce niveau. On a vu le cas ici au Sénégal et même dans la sous-région, mais également, surtout, une insuffisance sur les ressources sur les ressources humaines, hein, donc, qui dit incompréhension. Ici, c'est un élément important sur le déficit de ressources humaines, surtout par rapport aux spécialistes, hein, donc du domaine des ressources en eau. Ce qui fait qu'ici, il a aussi bien mentionné les enjeux. Les enjeux, c'est vraiment multiple ici à ce niveau. Et c'est là que des efforts devraient être vraiment fournis, hein, pour cette vision, hein, de l'Afrique en 2050, ici à ce niveau. Et ces enjeux, hein, comme je l'ai dit, donc c'est vraiment aller vers la compréhension des systèmes hydrauliques, hein, souterraines et surtout à l'échelle transfrontalière ici, à ce niveau. Et tout ça, donc, c'est aller vers une gestion commune, parce que tout ce qu'on connaît ici, c'est vraiment, hein, une connaissance parcellaire, une connaissance par pays, ou même des fois, même ça, c'est par région, ce qui fait que cette compréhension à cette échelle transfrontalière devrait aller vers la coopération et la paix qui ont été les thèmes développés lors du Forum mondial de l'eau. Je reprends ici le cas du fleuve Sénégal, ici, avec les organismes de bassin qui ont développé cet aspect sur la paix, sur la coopération. Je crois qu'au niveau donc, des eaux souterraines, ça devrait également être le cas. Et l'exemple est donné avec l'OSS, mais également avec une récente initiative de Genève Water qui développe la coopération sur le bassin sénégalo-mauritanien et qui est à l'étape donc de formulation ici par rapport à ces projets et surtout par rapport à la compréhension des hydrosystèmes transfrontaliers. Mais également, un autre élément, je crois que le Dr Boubacar Bari l'a dit, c'est vraiment la compréhension des relations haute surface, eau souterraine, et qui doit plutôt tendre vers vraiment le maintien des débits environnementaux, des zones humides. Cet élément aussi est vraiment important, hein, ici à ce niveau, parce que ce n'est pas l'usage de l'eau, hein, qui représente le paramètre le plus important, mais également il faut vraiment l'usage environnemental pour le maintien des écosystèmes représente aussi également un challenge pour l'Afrique, d'autant plus qu'on se retrouve dans beaucoup de pays, hein, qui sont des pays, hein, côtiers avec des estuaires, des deltas qu'on observe donc dans la sous-région. Mais un des challenges les plus importants, c'est vraiment comment restocker l'eau dans les hydrosystèmes souterrains. Le Dr Boubacar Bari aussi l'a également dit, ce qu'on observe en Afrique, c'est vraiment beaucoup de pertes. Et l'écoulement des cours d'eau qui vont surtout par rapport aux pays côtiers, qui se jettent directement donc, dans la mer, ici, mais également tous ces eaux de ruissellement qui pourraient être bénéfiques pour les nappes d'eau souterraine, hein, ici à ce niveau. Donc, comment aller vers une gestion de la recherche
de manière à ce que le potentiel de stockage soit là pour la sécurité de l'eau. Quand je dis pour la sécurité de l'eau, c'est pour tous les usages de l'eau. Parce que ce qu'on observe le plus souvent, c'est dans les systèmes qu'on a en Afrique, on tombe le plus souvent sur un bilan qui est déficitaire. On a de longues chroniques qui sont observées dans des pays qui montrent carrément qu'on est en train donc d'aller vers les potentiels non renouvelables, c'est-à-dire c'est comme si on exploitait les ressources en eau de manière ce que fait l'industrie minière ici. Et ça ne prend pas en compte les préoccupations des générations futures ici à ce niveau. Je crois que c'est un challenge qui est là et qui met en exergue les solutions vraiment de récupération des eaux de ruissellement, de création de bassins d'infiltration forcés ici pour renouveler les stockages des eaux souterraines et même ça peut aller jusqu'à la réutilisation des eaux usées pour les stocker dans les eaux, dans les nappes souterraines, puisqu'il faut voir que les réservoirs aquifères, leur matrice se constitue donc des zones tampons qui permettent un peu un système de traitement naturel des eaux usées ici à ce niveau. Alors, un autre élément qui est un challenge, qui est un enjeu ici, c'est comment développer, comment utiliser les nouveaux outils. Donc, pour le suivi des ressources en eau souterraine, parce qu'il il a bien dit, il y a un manque de données terrible ici pour pouvoir gérer les ressources. À partir de ces outils de suivi, aller vers vraiment donc, des outils de prédiction, donc de devenir futur de nos ressources en eau ici à ce niveau. Donc, ce qui fait que le challenge du défaut de données, de suivi, et qui implique un défaut de connaissance sur les ressources en eau et aussi surtout l'intégration de nouvelles techniques de suivi des ressources qui sont vulnérables ici à ce niveau, devraient être promues surtout par rapport aux grands systèmes qu'on a et qui subissent déjà l'influence des actions anthropiques ici à ce niveau. Ce qui fait que le challenge, comme on l'a dit, c'est vraiment, en gros, c'est d'aller vers une meilleure connaissance des ressources en eau souterraine, une meilleure connaissance des ressources en eau souterraine dans le cycle global de l'eau, en prenant en compte les eaux de surface, les eaux météoriques, mais également les eaux usées, pour pouvoir aller vers une gestion beaucoup plus rationnelle ici à ce niveau. Mais tout cela aussi tient en compte que, comme également, je prends la suite toujours de Dr Barry, sur la formation. Donc, des études, des investigations ont été menées donc, au niveau de l'Afrique. Moi, je suis dans un centre de formation, de l'école doctorale de l'eau. Également, j'interviens dans la formation des masters sur les sciences de l'eau, mais on voit un grand écart, vraiment un grand déficit sur les ressources en eau souterraine, sur le renforcement des capacités des hydrogéologues ici dans la région. Je n'ai fait quelques exemples, sur quelques pays. Je prends l'exemple de la Gambie, je prends l'exemple de la Guinée-Bissau, où il n'y a aucun hydrogéologue qui est là, donc, alors que la ressource en eau souterraine, et ça, c'est tant d'autres. Je peux prendre exemple aussi au niveau de certains autres pays aussi également. Il n'y a vraiment pas ou bien peu de spécialistes dans le domaine, ce qui fait qu'il y a un grand effort à faire sur la formation des spécialistes en Afrique, et ceci devrait soutenir vraiment la compréhension et le développement des eaux souterraines ici à ce niveau. Mais également, puisque on parle sur le grand thème de sécurité de l'eau, même les acteurs non spécialisés, parce que on est au stade de passage de la gestion à la gouvernance ici à ce niveau.
Et qui dit gouvernance, vraiment, parle de tous les acteurs institutionnels et des acteurs locaux. Et tous ces acteurs, vraiment, devraient être recapacités sur les sciences pour arriver vraiment à un développement durable et surtout par rapport à ce grand challenge de sécurité de l'eau qu'on a en Afrique. Donc, voilà un peu les quelques thèmes que j'ai marqués ici sur ma note ici pour compléter la prise de parole de Dr Boubacar Bari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fayet, pour cette intervention éclairante sur un domaine peu éclairé et qui je dirais, nous donne l'eau à la bouche, si je puis faire un jeu de mots facile, c'est-à-dire que vous nous dites qu'il y a un potentiel énorme pourvu qu'on en prenne connaissance à la fois sur les eaux souterraines et sur leur interaction avec les eaux qu'on connaît un peu mieux, les eaux de surface, les eaux usées, et le besoin criant de formation, à la fois de spécialistes, mais aussi de prise de conscience de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Sur ce, nous passons à une autre thématique qui est se focaliser sur les données. Nous avons ici Antonio Bombelli, responsable scientifique du groupe d'observation terrestre du climat, Système mondial d'observation du climat à l'Organisation météorologique mondiale, particulièrement bien placé, évidemment, pour nous donner des éléments sur la collecte des données et la logique des données fournies par les États. Merci. La parole est à vous. Merci. J'ai une présentation. Oui. OK, bonjour. Avant tout, je ne suis pas un hydrologue, je suis un biologiste. J'essaierai de vous donner une perspective globale à un problème qui a ses effets sont principalement locaux, mais on a besoin de la vue globale pour le comprendre de la façon la plus complète. Je suis désolé, la présentation, à part les titres, est en anglais, mais je parlerai en français. Et veuillez m'excuser mon français, je le comprends bien. J'espère que je parle assez bien, mais peut-être some termes scientifiques ou techniques, je ne connais pas très bien, mais OK. Et la prochaine, s'il vous plaît. Oui. Alors ça, OK, on ne voit pas, mais c'est juste pour... on avait dit que la présentation, c'était juste pour parler un peu, pour montrer qu'il y a beaucoup de recherches. Cette image-là sont principalement de l'IPCC, comme en français, c'est les GIEC, je crois. Oui, merci. Et qui montre les liens entre l'eau et le climat. Et vous savez que le cycle de l'eau est intrinsèquement lié au climat, les impacts des changements climatiques sur l'eau, comme les inondations, la sécheresse, les extrêmes, etc., ont des conséquences sur l'agriculture, même économique, sur la croissance, sur le développement durable et aussi des implications, comme on a aussi déjà dit, politiques, les conflits, etc. Alors, pour simplifier, c'est tout lié. Et alors, dans la prochaine diapo, oui, on peut voir que pour comprendre et prédire le cycle de l'eau et les changements, on doit comprendre des processus naturels, humains, économiques complexes et interconnectés et à travers différentes échelles. Alors, le programme pour ce que je travaille, c'est global, c'est dans les normes, c'est Global Climate Service System, mais c'est tout lié, on va de l'échelle globale au niveau local parce que l'utilisation de l'eau, à la fin, c'est plutôt local. Ce n'est pas un problème de comprendre les cycles de l'eau, de les prédire, de les gérer l'eau. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre par nous-mêmes. Je dis nous-mêmes, pas par un seul groupe de personnes. On a besoin d'une approche pluridisciplinaire et comprenant les scientifiques, bien sûr, des différentes disciplines, mais aussi les décideurs, les opérateurs, aussi des implications pour les sciences sociales et économiques. Alors, on a besoin vraiment d'une approche intégrée
Et alors, dans la prochaine diapo, on peut voir c'est que plus ou moins le WMO et dans l'OMM, pardon, dans les dernières années, a développé ce qu'on dit en anglais Earth System Approach, plus ou moins, comment on dit en français, une approche intégrée, axée sur le système Terre, j'ai trouvé comme ça. Et il doit comprendre différentes façons de monitorer, d'observer le cycle de l'eau. Et les observations peuvent être in situ, et les réseaux locaux, mais aussi on a déjà, mes collègues ont déjà nommé les satellites, les remote sensing. Et on a besoin de données. On commence des données de l'observation. Après, on a besoin de modélisation pour faire les prévisions, etc. Alors, dans la prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est le programme où je travaille, juste assez vite pour vous dire que c'est un programme qui s'est sponsorisé de différentes organisations des Nations Unies, l'OMM, l'UNESCO, l'UNEP et ISC, c'est l'International Scientific Council. Et on travaille sur les observations dans l'atmosphère, dans les 3 domaines de l'atmosphère, dans l'océan et sur la Terre. Et dans la prochaine diapo, juste pour vous dire qu'il y a un cycle, aussi ça c'est un cycle pas naturel, mais chaque 5 années, on produit un implementation plan qui doit régler les problèmes qu'il y a au niveau des observations sur le climat. Et dans le dernier plan, a reconnu qu'il y a beaucoup de lacunes dans les observations terrestres pour plusieurs des variables climatiques et spécialement dans certaines régions comme part de l'Afrique, aussi d'autres, mais ici on parle de l'Afrique. Et dans les dernières années, cette situation n'est pas vraiment améliorée. Et la prochaine, s'il vous plaît. Et ça, OK, peut-être on ne lit pas, mais c'est juste pour vous dire que cet implementation plan, c'est conçu avec une trentaine d'actions qu'on doit réaliser pour essayer d'améliorer les systèmes d'observation terrestre. Et l'eau, c'est souvent considéré. Et il y a une action spécifique pour améliorer les réseaux globaux hydrologiques qui reconnaît qu'il y a des problèmes. Si on peut voir, on mentionne les rivers, il y a aussi l'eau souterrain, le lac, etc., qu'il y a un problème dans ces réseaux. Et on va voir aussi dans quelques diapos après, s'il vous plaît. Si on peut, voilà. Et ça, juste pour ajouter que le GCOS, le programme d'observation terrestre pour le climat, il considère 55 variables considérées essentielles pour le climat. Et si on fait clic avec les souris, si on peut aller à la prochaine. C'est le diapo, pardon. Prochaine. Oui, c'est la seule animation, oui, excusez-moi. Ici, OK, on ne voit pas, mais il y a les variables pour l'hydrologie. Alors, dans la prochaine diapo, s'il vous plaît, on voit ces qui sont. Ici, on peut voir qu'il y a les rivières, les lacs, les eaux souterraines, qui c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, mais aussi l'humidité du sol et le stockage des eaux terrestres. C'est lié à tous les autres. Et quand on dit qu'on mesure cette variable, c'est dans le cadre de ce programme-là, c'est toujours lié au changement climatique. Alors, c'est de voir
d'un côté, quel est l'impact du climat sur la ressource de l'eau, et de l'autre côté, si le cycle de l'eau a des implications sur le changement climatique. Et la prochaine, s'il vous plaît. Et dans le cadre de le programme où je travaille, il y a beaucoup de réseaux terrestres, Global Terrestrial Network. Il y a un qui c'est spécifique pour l'hydrologie. Et ici, on ne voit pas peut-être bien, mais c'est pour montrer comme c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de acteurs qui travaillent dans l'eau, même dans les Nations Unies. Il y a l'OMM où je travaille, il y a l'UNESCO qui fait quelques parties, il y a la FAO qui s'est plutôt concentrée sur l'agriculture et l'alimentation, il y a l'UNEP plutôt pour l'environnement. Et souvent, il manque de la coordination, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, il y a d'autres réseaux, et c'est assez complexe, pas seulement naturellement, mais aussi créé par l'homme, je voudrais ajouter. Et ce que fait le GICOS où je travaille, il essaye de faire plutôt la vue globale, et le Global Terrestrial Network for Hydrology peut aider plutôt pour la réduction à l'échelle nationale. Mais même ces réseaux qui sont coordonnés, il y a beaucoup de lacunes au niveau des observations. Et la prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est... je parlais un peu de programme où je travaille, qui c'est parti aussi de l'OMM. Pardon. Ici, on peut voir quelques exemples des initiatives qui sont coordonnées par l'OMM et dans le cadre des observations hydrologiques globales. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de différents systèmes qui travaillent pour essayer d'avoir la perspective globale, et tout s'est organisé de nouveau. Si on peut voir en haut, il y a de nouveau un cycle qui va des données pour comprendre les phénomènes du cycle de l'eau. On a besoin d'un autre cycle qui va des données, alors la collecte des données, et qui servent pour les modèles, les prévisions, et pour obtenir des produits, des services. Et enfin, le bout final, c'est d'aider à prendre des décisions. Ça, c'est un peu le processus qui est montré dans ce diapo-là. Et l'OMM a beaucoup d'initiatives qui considèrent les différents aspects de ce cycle. Et l'OMM, normalement, fournit des standards, des normes, des réglementations, des lignes directrices et des soutiens au pays pour régler tout ça. La prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est juste de nouveau de la diapo précédente. On a pris quelques exemples qui s'est aussi réalisé en Afrique. Ça, c'est pour montrer quelques exemples où quelques des projets que j'ai juste montrés sont mis en œuvre en Afrique avec des activités qui sont aussi des renforcements des capacités. Et ça, c'est lié aussi à ce que le professeur Boubacar a dit avant, que c'est important la formation, le renforcement des capacités. Et ça, c'est un peu ce qui fait aussi l'OMM. Et des projets qui fait de la formation, mais aussi met en relation les utilisateurs avec les décideurs. Et la prochaine, s'il vous plaît. Ça, de nouveau, je ne veux pas lire tout, mais c'est pour vous dire que l'OMM a un plan d'action pour l'hydrologie qui considère les différents, qui a 8 ambitions pour pouvoir considérer les problèmes des observations de l'hydrologie dans une façon appropriée.
Et si on peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est une nouvelle publication. La première a été publiée l'année passée. Dans 2022, a été publié l'état les rapports annuels sur l'état des ressources de l'eau de 2021. Et à la fin de cette année, il y aura la nouvelle publication. Alors, dans cette année, il y a la publication de l'année passée parce que pour faire l'état de 2022, on a besoin de travailler un peu sur les données. Et ça, le but de ce rapport, c'est d'informer sur les ressources mondiales en eau. Et ça, c'est basé sur des données collectées par les pays et sur la modélisation, parce que pour avoir un cadre global, on a besoin de la modélisation. De ce rapport, il est évident qu'il y a un besoin important de plus de données afin d'améliorer la qualité des résultats et d'avoir des résultats qui sont utiles au pays. Et la prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est lié à ce que je viens de dire, que pour qu'on a besoin de données hydrologiques, mais souvent, ils ne sont pas disponibles. Pour avoir la vue globale, on a besoin de beaucoup de données et de bonne qualité, mais il y a beaucoup de lacunes. Quelquefois, il y a un problème de réseau. Les réseaux il y a des résultats qui montrent que les réseaux sont un peu en déclin. C'est un peu étrange parce qu'on parle de plus en plus qu'ils sont importants, mais apparemment, spécialement dans quelques régions, ils sont en déclin. Alors, il y a moins d'observations et il y a aussi un problème de partage des données. Alors, il y a moins d'observations et quand il y a des observations, quelquefois, elles ne sont pas partagées. Alors, en pratique, il n'y a pas. Et même quand il y a les réseaux, souvent les réseaux ne sont pas connectés l'un avec l'autre. Alors, il manque la vue globale qui est nécessaire pour comprendre les problèmes au niveau global. La prochaine, s'il vous plaît, parce que peut-être c'est la dernière. Alors, pour essayer à régler tous les problèmes que je viens de montrer, l'OMM a approuvé la politique unifiée en matière des données. Et on peut parler un petit peu de ça, mais c'est en deux mots, la politique unifiée des données, c'est qu'on doit promouvoir le libre échange des données gratuit. Ça, c'est, on peut dire, juste en phrase. Et il y a maintenant été approuvé ce qui s'est appelé GBON, Global Basic Observing Network, sur le réseau d'observation de base mondiale. Ça, c'est un réseau qui est nécessaire pour avoir la vue complète. Ce n'est pas pour l'hydrologie seulement, c'est pour donner météo, climatique et aussi hydrologique. Et ça doit être mis en place. Ce n'est pas opérationnel, merci beaucoup. Et encore, et pour soutenir ça, on a besoin sûrement de financement. Et ça, c'est appelé SOF, c'est mentionné à la fin. C'est un système, un mécanisme de financement des observations systématiques. Alors, tout c'est prévu. Tout c'est approuvé, mais doit être mis en place. Et parce que ça, c'est nécessaire pour répondre à la croissance de la demande de données météorologiques, climatologiques et hydrologiques au niveau mondial. Et dans ce cadre, je voudrais rejoindre que le rôle de l'Afrique est très important, soit comme bénéficiaire, parce qu'on a vu avant un peu comme je peux dire, des problèmes qui existent en Afrique, mais aussi de l'autre côté, les pays africains doivent être fournisseurs de données et qui sont encore plus précieuses compte tenu des lacunes qui sont présentes dans la région.
Et alors, l'Afrique peut vraiment jouer un rôle très important et l'OMM peut et doit soutenir les pays pour réaliser cette politique de partage des données, mais aussi pour, avec la formation et beaucoup d'autres des projets au niveau national pour aider à réaliser ce système global d'observation qui est nécessaire pour avoir le cadre complet du climat, de l'eau, de la météo au climat avec l'eau au milieu, si on peut dire comme ça. OK, ça c'est la dernière slide, c'est juste pour vous dire merci. Merci beaucoup, Monsieur Bombelli, pour cette vision, j'avais dit spécifique, mais totale, globale au local, et aussi pour avoir souligné l'aspect interdisciplinaire nécessaire pour ces données et le besoin de données, en particulier, je comprends, terrestres. Maintenant, ce qui ressort de votre présentation, c'est à la fois la complexité des données, mais qu'elle est malheureusement, semble-t-il, encore plus compliquée par la complexité institutionnelle et du besoin de coopération des réseaux humains. Et c'est sur ce thème-là que je comprends M. Paul Heiner, directeur des projets systèmes d'information sur l'eau à l'Office national de l'eau, va nous élaborer dans sa prochaine présentation. Monsieur Heiner. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui, parfait. Je vais juste mettre ma présentation. Oui, donc bonjour à tous et toutes et merci beaucoup pour cette invitation à cette importante conférence et déjà félicitations à tous les intervenants précédents qui effectivement ont mis en avant toute l'importance de la gestion intégrée des données, enfin des ressources en eau d'une part, et d'autre part de l'importance de l'accès aux données et de la gestion des données. Donc, mon nom est Paul Heiner, je travaille pour l'Office international de l'eau qui travaille depuis 30 ans au renforcement des capacités sur la gestion des ressources en eau en France, à la fois en France et à l'international. Et nous assurons aussi, l'Office de l'eau, le secrétariat du RIOB en anglais, qui est le réseau international des organismes de bassin. Il y a eu l'occasion, notamment lors du dernier Forum mondial de l'eau, d'organiser un segment sur la gestion par bassin, qui, lors du prochain Forum mondial de l'eau, organisera aussi une session toute particulière sur la gestion par bassin à la fois nationale et transfrontière. Mon intervention pour aujourd'hui, je voudrais juste faire un focus sur deux aspects importants de la gestion des données. D'une part, souligner le problème, enfin l'importance de la gestion partagée des données et faire le point un petit peu sur les dernières avancées et la valorisation du satellitaire. Donc, tout d'abord, rappeler qu'en tant qu'Office de l'eau, cela fait effectivement 30 ans que nous travaillons en appui aux organismes de bassin et au niveau national et aux organisations régionales sur différentes thématiques, à la fois la partie institutionnelle, mais aussi cette thématique du renforcement de l'accès aux données et de la gestion intégrée des données. Donc, à la fois au niveau européen, nous avons eu l'occasion de travailler avec plus de 50 pays. Nous avons des accords de collaboration avec, bien sûr, l'OMM, un accord fort de collaboration avec l'OMM. Nous développons ensemble des programmes des projets de coopération sur le volet système d'information, des programmes de coopération avec l'UNESC, le secrétariat de la Convention de l'eau, en appui justement sur ces problématiques d'accès à l'information sur l'eau qui est nécessaire dans le cas des bassins transfrontières, des accords de coopération avec des acteurs spécifiques, le CNES, l'IRD, sur les aspects recherche et exploitation du satellitaire, notamment, et donc je reviendrai là-dessus. Rappelez qu'avec l'UNESCO, nous avons aussi développé, il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, même plus, déjà 5 ans, un manuel sur les systèmes d'information sur l'eau qui récapitule un petit peu la logique qui est suivie, qui est recommandée en termes de gestion intégrée des données sur l'eau, qui rappelle que quel que soit le pays ou le bassin, on a déjà des productions de données qui est faite par de multiples acteurs, que deuxièmement, on a besoin d'avoir la capacité d'intégrer ces données, de transformer les données en informations qui soient utiles aux prises de décision et de diffuser ces informations. Mais qu'en amont, on a un point très important, c'est ce qui a été souligné juste précédemment, c'est l'importance de la coopération interinstitutionnelle qui va permettre aux différents acteurs de partager ces informations de manière floue.
Donc, le handbook présente les grands principes sur ces 5 volets et des études de cas sur différents types de systèmes d'information. Ce handbook rappelle notamment qu'un des points clés, c'est que les données, comme vous l'avez souligné, sont fondamentales. Et sont fondamentales non pas pour les études de changement climatique, pas uniquement pour les études de changement climatique, mais aussi pour tout ce qui est planification sectorielle, que ce soit eau potable, irrigation, énergie, pour la planification par bassin ou planification nationale, pour les études de changement climatique, mais aussi pour les gestions de risques, inondations, pénuries, pour la production des rapports de synthèse auprès des organisations internationales ou dans le cadre des conventions spécifiques, pour la gestion opérationnelle des barrages, de la gestion du territoire, les situations d'urgence, notamment on a eu un cas récent en Équateur avec des tremblements de terre qui nous obligent à réorganiser la gestion de l'eau. Je ne parle pas d'autres cas plus récents sur les problèmes de gestion de l'eau. Mais aussi tout ce qui est application de l'aspect réglementaire et information du public. Donc l'idée, c'est que toute donnée va être utile, avoir une vision globale, une gestion intégrée, vision globale des besoins en données, et faire en sorte qu'une donnée qui est produite pour un thème ne serve pas uniquement à ce thème, mais puisse servir à différents thèmes. Rappelez aussi que quand on parle de gestion intégrée des ressources en eau, on a bien sûr le focus qui a été fait par l'OMM sur la partie ressources en eau, donc avec le besoin de connaître dans le détail l'état de la pluviométrie, de la qualité, aspect quantitatif et qualitatif des eaux de surface. A été souligné aussi l'importance des eaux souterraines, la partie marine, avec donc tout ce suivi qui est fait avec la partie quantitative, qualitative, et maintenant, je vais y revenir dessus, la partie satellitaire qui est de plus en plus importante et qui nous apporte des informations très, très importantes. Mais rappelez aussi que cette gestion intégrée des ressources en eau suppose aussi, au-delà de la partie cycle des ressources en eau, de connaître aussi, avoir une vision globale sur les usagers, les usages, l'état des infrastructures, puisqu'il y a tout le volet économique qui a été mentionné tout à l'heure aussi, le fait qu'on a des ressources en eau, mais on a besoin de pouvoir les rendre accessibles. Donc, il y a tout un aspect financement des infrastructures qui doit être géré. Et d'autre part, faire le lien avec des tas d'autres indicateurs, que ce soit environnemental, santé, socio-économique, de manière à pouvoir faire les croisements et les analyses d'impact. Donc, rappelez aussi que dans cette logique-là, en lien avec les approches qui sont recommandées au niveau européen, dans le cadre du SAIS, le SAIS étant le schéma intégré d'environnement sur l'eau européen, mais aussi les recommandations de l'OMM ou les recommandations de la directive Open Data en Europe. La logique est non pas de chercher maintenant à avoir une vision centralisée des données, mais plutôt organiser une gestion décentralisée. C'est-à-dire que la logique est ici de renforcer le rôle de producteur de données, d'organiser des nœuds de synthèse d'informations, qu'ils soient thématiques ou géographiques, et de faciliter, via des processus d'interopérabilité, les échanges automatisés des données, mais en laissant les données, en respectant le rôle des producteurs de données et en respectant leur capacité à donner accès à une partie de l'information. Donc concrètement, comment ça se met en place? Ici, un exemple concret qui a été développé récemment dans le cadre de l'OMVG. Donc vous avez l'OMVG, un organisme de bassin qui concerne 4 pays. Donc l'analyse dans ce cas dans ce type d'études de mise en place de systèmes d'information consiste à s'appuyer sur les systèmes d'information existants dans chacun des pays, faire en sorte de renforcer les systèmes d'information qui existent dans chacun des pays, essayer de mettre en réseau déjà au niveau national les différents acteurs et les différents systèmes d'information, mais aussi mettre en réseau les acteurs, les différents systèmes d'ici du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, et de faire le lien avec les productions et les sources de données internationales, que ce soit les données de l'OMM ou de l'information satellitaire, ou les organisations ou les indicateurs de synthèse qui sont produits par les organismes internationaux. Mais rappelez ici qu'une grande partie des données est avant tout produite en dehors du satellitaire, une grande partie des données est avant tout produite par les pays, et il est très important ici de s'appuyer et de renforcer les capacités des systèmes d'information nationaux. Et donc, cet exemple de projet avec l'OMVG, qui a été financé avec la coopération suisse, a permis de montrer rapidement sur un projet court terme qui a duré une année, la capacité en partant de zéro en termes de système d'information, la capacité de s'appuyer sur les accords déjà établis avec les pays et sur les systèmes d'information pour développer le partage d'informations et, en prenant en compte les attentes des partenaires, développer différents types de produits qui peuvent s'illustrer sous forme de portails, de catalogues de métadonnées. On a besoin d'avoir une traçabilité sur les données qui sont disponibles, de produire des cartes de synthèse, que ce soit des cartes interactives ou des dashboards de visualisation, ou tout autre produit qui va servir à la communication sur les aspects gestion des ressources en eau. Donc voilà quelques exemples de produits de cartographie dynamique sur le cadre de l'OMVG,
où on voit ici les limites du bassin de l'OMVG. Donc, on a ici intégré des sources de données de l'OMM en termes de limitation de bassin et de cours d'eau, mais aussi en intégrant des données qui viennent directement des pays. C'est-à-dire que cette carte qui est mise en place sur une plateforme de l'OMVG est directement rattachée à travers des processus d'interopérabilité aux bases de données nationales. C'est-à-dire que l'affichage ici d'un point d'ouvrage de captage est une donnée qui est stockée dans la base nationale. Et à partir du moment où cette base nationale est mise à jour, les processus d'interopérabilité permettent automatiquement d'actualiser cette carte du bassin transfrontière sans aucune intervention humaine, mais à travers, encore une fois, ces processus d'interopérabilité et grâce en amont à ces accords de coopération entre l'OMVG et les pays et les différents partenaires gestionnaires de données. Donc, cela nous permet de produire des cartes de synthèse de ce type-là sur un bassin en s'appuyant sur les systèmes d'information, de visualiser au travers de dashboards à la fois des cartes, mais aussi les données elles-mêmes, dans lesquelles on va intégrer des données qui viennent ici de différents pays sur la piézométrie qui viennent de différents pays. Dans un cas ici de la Bolivie, d'intégrer des données qui viennent de différentes bases de données, et toujours avec cette logique de service web et d'interopérabilité, c'est-à-dire développer la capacité de développer ce qu'on appelle des API, c'est la partie un peu technique, des partages de données automatisés. Ici, c'est un exemple où on a montré, dans le cadre de la commission du Mekong, que la commission du Mekong pouvait renforcer ces partages de données avec les pays en s'appuyant sur ces processus automatisés. Donc, on a eu un projet de démonstration de ces capacités de renforcement automatisé de données, de partage de données en s'appuyant sur les processus d'interopérabilité. Voilà, donc rapidement pour passer sur l'importance de la gestion partagée, donc expliquer que c'est quelque chose qui est faisable, qui maintenant, grâce aux nouvelles technologies, suppose bien sûr un accord cadre de partenariat avec les pays, mais qui techniquement ne pose pas de problème, quels que soient les formats initiaux, mais suppose de se mettre d'accord sur des procédures de partage de données qui sont recommandées à la fois par l'OMM, par les directives Open Data. Donc on a un cadre maintenant qui nous permet d'avancer rapidement là-dessus. Et encore une fois, ce type de projet, type OMVG, ce sont des actions qui peuvent être mises en place. Ici, c'est un projet qui a été mis en place sur une année. En une année, on a développé, grâce à l'animation qui a été menée par l'équipe de l'OMVG, en lien avec les pays. Derrière, nous ne faisons que jouer un rôle d'animateur et d'assistance technique sur ces activités. Le deuxième volet sur lequel je voulais insister, c'est l'importance de plus en plus grande de l'information satellitaire, à la fois sur l'aspect qualité et sur l'aspect quantité. Donc, il se trouve que l'Office de l'eau anime un groupe de travail sur l'hydrologie spatiale avec différents partenaires côté France, qui d'ores et déjà organise la promotion et la mise à disposition d'informations de données satellitaires à travers des satellites précédents qui avaient été lancés, que ce soit Jason, Sentinelle, etc. Il existe la capacité d'avoir, au droit du passage des satellites sur les cours d'eau, d'avoir ce qu'on appelle des stations virtuelles qui vont nous donner des informations sur les hauteurs d'eau, avec une précision plus ou moins grande selon la couverture nuageuse et selon la qualité du satellite. Mais important de souligner qu'on a maintenant un nouveau satellite qui a été lancé en fin d'année dernière, qui lui va nous amener des informations beaucoup plus complémentaires. Donc c'est le satellite SWOT, qui a été lancé en décembre 2022 et qui lui sert à la fois au suivi des surfaces des océans, mais qui va nous donner des informations beaucoup plus fines sur les hauteurs d'eau, sur des zones qui sont très peu accessibles, et qui va permettre d'avoir une complémentarité du monitoring in situ très importante. Et sachant que les informations sont spatiales et vont nous donner à la fois des indications sur les hauteurs d'eau, pas uniquement au endroit du satellite, du passage du satellite, mais sur toute la couverture, avec des informations sur les pentes d'eau et des possibilités de calcul de débit à travers ces calculs de pente. Donc, ce sur quoi travaillent les organismes de recherche absolument. Et donc, tout ça, va aider à développer la connaissance sur le changement des stockages à la fois dans les lacs et dans les cours d'eau, et de renforcer les connaissances sur les débits des rivières et aider à la planification. Donc, un changement très fort qui s'annonce avec des informations qui vont être accessibles à partir de la fin de l'année, progressivement de plus en plus importantes, grâce à ces actions du NUCNES et de la NASA et de l'ESA derrière sur la coopération avec l'Europe. Souligner aussi qu'en dehors de ces aspects quantité, nous avons aussi maintenant des projets sur la partie qualité de l'eau, à savoir que les nouveaux algorithmes qui sont en cours de développement nous permettent maintenant d'avoir des informations sur la qualité des eaux de surface, c'est-à-dire transformer l'information satellitaire, notamment des images satellites gratuites de Sentinelle-2, Sentinelle-3, en une information qui nous donne actuellement, les algorithmes permettent de calculer sur 4 paramètres fondamentaux qui sont la turbidité,
la chlorophylle A, qui est un signe d'eutrophisation important, les matières solides en suspension, les matières organiques dissoutes et les matières solides en suspension. Et donc, nous mettons actuellement ces algorithmes en application dans le cadre d'un projet au Brésil qui consiste à suivre les impacts des contaminations des rejets urbains sur les cours d'eau sur deux bassins transfrontières, enfin, ce n'est pas des bassins transfrontières, c'est deux bassins brésiliens très importants parce qu'ils servent ici à l'alimentation des villes de Sao Paulo et de Rio, donc des ressources en eau très importantes. Donc, la logique est ici de prendre en considération les tuiles, qui sont les tuiles qui correspondent aux zones de photographie des satellites Sentinelle. Les algorithmes permettent de transformer les images en informations. Et nous avons, nous, développé derrière des algorithmes qui permettent, en accord avec les organismes de bassin, de faire des focus sur des zones qui les intéressent, en particulier sur des réservoirs. Nous allons avoir des cartes dynamiques de visualisation de la répartition spatiale ici. C'est le cas de la turbidité sur un réservoir. Donc, on voit bien que les échantillons qui sont faits à plusieurs endroits du réservoir n'ont pas donné les mêmes résultats. Et le gros intérêt de cette approche-là, c'est que c'est aussi une approche qui est intéressante temporellement, puisque nous avons deux satellites Sentinelle qui passent une fois tous les 10 jours, donc une image potentiellement tous les 5 jours, qui nous permet d'avoir un suivi de l'évolution à la fois de la chlorophylle A, des matières en suspension et des contaminations qui peuvent apparaître sur les cours d'eau et d'anticiper les traitements qui peuvent être faits. Voilà, donc deux grosses évolutions sur la partie satellitaire. La partie quantitative avec SWOT qui va être mise à disposition et les nouveaux algorithmes qui sont encore en cours de développement sur lesquels il y a des actions de calibration actuellement qui se font, mais qui peuvent faire l'objet de projets sur lesquels on va pouvoir mettre en application ces algorithmes, notamment sur des réservoirs et sur des lacs. Le pixel étant 20 mètres, donc on voit les informations sur des cours d'eau qui font en gros plus de 50 mètres. Voilà le type de carte sur lequel on obtient, avec ici une évolution de la qualité des cours d'eau sur la partie chlorophylle A, donc une possibilité de suivi de l'évolution des contaminations et de la propagation de la chlorophylle A sur un cours d'eau. Donc chlorophylle A, matière organique dissoute, matière en suspension. Et la possibilité, donc à travers ces processus, nous avons aussi développé le principe de station virtuelle qualité qui nous permettent, au point souhaité par les organismes de bassin, de suivre d'enregistrer l'image sur ces 4 paramètres et de suivre l'évolution dans le temps à des stations virtuelles de manière à avoir une évolution et suivre l'impact des aménagements qui peuvent être mis en œuvre sur les bassins. Voilà, deux types d'applications qui se mettent en place actuellement sur la partie satellitaire. Donc, des éléments très prometteurs qui vont permettre de compléter encore une fois l'information in situ. Bien sûr, ça ne nous remplace pas l'information in situ. Ça va permettre de la compléter, de l'enrichir et vont offrir des opportunités très intéressantes. Voilà, donc en guise de conclusion, rapidement, sur les points clés de la gestion intégrée. Donc, importance de considérer la gestion intégrée et partagée des données comme un instrument clé de la gestion efficace des ressources en eau, que ce soit au niveau national, transfrontière. Importance de développer des stratégies de coopération interinstitutionnelle sur le partage des informations, à la fois au niveau national et au niveau transfrontalier, avec cette capacité technique maintenant que l'on a d'organiser le partage d'informations en s'appuyant sur les systèmes d'information des différents partenaires, spécifier les besoins des partenaires en termes de produits, donc bien cibler l'organisation des systèmes en termes de production d'informations selon les produits, s'appuyer sur les systèmes d'information existants en développant les processus de partage de données, renforcer, ça a été mentionné plusieurs fois, les capacités de chaque pays, chaque bassin à développer leur propre stratégie de gestion de données et leur propre système d'information sur l'eau. C'est vraiment un point clé. Derrière, développer bien sûr les processus de production et de données en renforçant l'utilisation du satellitaire, développer les processus d'échange de partage de données, renforcer les capacités d'échange de données comparables. Donc là, on reste confronté à cette dispersion des systèmes d'information avec des codifications communes, donc l'importance de mettre en place des langages communs qui correspondent notamment à ce que recommande l'OMM. Derrière, renforcer les ressources humaines. Et un point clé pour finir, c'est bien sûr rappeler que le montage de ces systèmes d'information et du monitoring a un coût, mais que le coût de ces dispositifs est très limité et toujours très positif, avec un retour sur investissement très positif en termes de gestion des ressources. Voilà, je vous remercie pour votre attention et suis disponible pour toutes questions. Merci beaucoup, Monsieur Heiner, pour cette présentation riche
et qui nous donne certainement au moins un optimisme technique sur l'importance de la collecte des données. Mais je retiens aussi votre pragmatisme de dire qu'il faut avoir pour collecter, si le besoin reste là, une gestion décentralisée est probablement une des meilleures pistes de données, pourvu qu'on ait des réseaux, thème qui a été évoqué par d'autres intervenants, mais aussi, bien sûr, l'interopérabilité et la possibilité d'échange automatique de données. J'ouvre maintenant ces riches présentations à des questions et dans la salle et en ligne. Nous avons quelques minutes, mais nous pouvons prendre un certain nombre de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, oui. Oui, merci. On voit le lien entre les pollutions et la ressource, dans le sens où s'il y a des eaux qui sont là physiquement, mais polluées, qui ne peuvent pas être utilisées, même pas pour l'agriculture, parce que parfois on a des chimies lourdes, etc., c'est presque pire que de ne pas avoir d'eau. Donc, ma question, c'est quand on lit le rapport du GIEC et qu'on cherche juste wastewater ou eau usée, on ne fait pas assez le rapprochement avec le fait qu'une eau usée, par essence, elle peut elle-même générer de la ressource en énergie ou de la ressource en eau. Ma question est, si par exemple toutes les eaux usées, parce qu'aujourd'hui on a peut-être quoi, enfin monsieur va nous le dire, peut-être à peine 10% de toutes les eaux usées qui sont traitées dans le monde, si les 100% étaient traités de manière judicieuse, c'est-à-dire que dès la source, on ait le plus possible de déchets, enfin que j'appelle aussi ressources organiques plutôt que chimiques, et si ces eaux usées généraient toutes de l'énergie, est-ce que l'impact sur le réchauffement climatique, sur la ressource en eau, pourrait être changé complètement et en combien d'années? Parce que finalement, c'est juste une question de... Les techniques existent, c'est une question d'allocation de ressources. Si on nous dit qu'on est, comme vous l'avez dit, professeur, à un pic ou à une urgence, normalement, à toute urgence, on alloue des moyens. Donc, si on imagine qu'il faut, par exemple, 5 ans pour que de 90% d'eau usée non traitée, on passe à plutôt plus que 10% d'eau usée non traitée, quel serait l'impact dans le sens positif? Merci. Prendre 2-3 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà. Monsieur le professeur, vous nous avez parlé de l'exemple de la gestion de l'eau en pays Mossi ou en pays Zoulou, comme d'une expérience intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? I can ask in English, right? Okay. So thanks a lot for the excellent presentations. I have just a quick point to make, which I always like to make about transboundary water management, if I may, is that whatever takes place, I mean, since 1992, we have agreed under Agenda 21, Chapter 18, that rivers, I mean, water should be managed at the level of the hydrological unit, which means river basin management. And that we should be thinking about a gradual transformation of our water management systems to looking at the catchment level. And that means moving across political boundaries, politically defined boundaries, to looking at the catchment level or the river basin level. So when we talk about transboundary, that is only looking at international cooperation. But I see that the same issues take place at the national level and subnational level. So we're talking actually about management across different jurisdictions. So I prefer to call it interjurisdictional water management, because whether it's between the jurisdiction of states or the jurisdiction of provinces or the jurisdiction of municipalities, it all comes down to the same thing. So I just wanted to make that basic point. I'm taking off, and I think maybe Boubacar can comment on that in more detail.
The gentleman from Riob, Oyo, also could talk about this, about the data. If water is indeed something which is supposed to be managed and is very, very different from context to context. We have huge differences from country to country, but also from climate zone to climate zone. So it depends very much on the local context, levels of pollution, etc., etc. This means that we need very accurate data, and the data needs to be as fine-grained as possible. So I have questions about, let's say, the utility of using data from space, because I question the degree to which that is actually, the granularity of that information. How context specific and how local can you get with that information? And the second point, which I think is important, is that although at the SDG level, we are collecting data reporting from countries, to my knowledge, all the stakeholders that have some kind of knowledge about the state of water resources in the country are not reporting to the SDG focal point. The SDG focal point is only gathering information from different ministries. And we do have a sector review in countries where all this knowledge about the state of water resources is being collected in a sort of multi-stakeholder forum. And I would say that that is where the richness of a lot of data is collected. And we have a lot of information there which could potentially be used in much more beneficial way for water management in the future. So I would suggest looking to those, multidimensional sources. Question to Barry and to the gentleman from Oyo. Thank you. I think that's already a rich set of questions. They seem to be first addressed to Professor Boubacar Bari, but of course, other panelists are welcome to intervene and contribute. D'accord, merci. Il y a des questions en français, des questions en anglais. On va essayer de répondre autant en français qu'en anglais si c'est possible, quoi. On a au moins la chance d'être un peu bilingue là. Voilà. La question sur les eaux usées. En général, il faut se dire, il y a une idée qui est très claire. Quand nous consommons 1 litre d'eau, nous rejetons à peu près, si on dit 1000 millilitres d'eau dans 1 litre, on rejette environ autour de 80% de cette eau-là est rejetée d'une forme ou une autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrivait, et c'est possible, de retraiter ces eaux usées, il est fort probable qu'on peut la réutiliser dans le système d'alimentation comme on peut la réutiliser à d'autres fins. Je donne un exemple. Le plus grand consommateur d'eau parmi les usages, c'est l'agriculture. L'agriculture consomme entre 60 et 70% de l'eau dont nous disposons. Si on peut retraiter les eaux usées, ça veut dire qu'on peut les réutiliser pour l'agriculture et on aurait besoin d'utiliser moins d'eau par ailleurs pour compenser. Là, c'est une question de check and balance. OK? Un autre aspect très important, même dans l'agriculture, il faut que nous travaillions sur la productivité de l'eau. C'est-à-dire comment on peut utiliser peu d'eau pour produire plus. Et c'est possible. C'est possible dans le système comment apporter l'eau, c'est le système de distribution de l'eau, le choix des plantes, le choix des spéculations, etc., etc. Donc, je crois que la recherche travaille sur ces questions-là. Quand j'étais avec IWIM, International Water Management Institute, je sais qu'on travaillait beaucoup sur la question de productivité de l'eau. Avant ça, il y avait cette idée de more crop per drop qui avait été lancée dans les années 96, je crois, par M. Kofi Annan, qui est pitié de son âme.
il s'est posé la question comment on peut produire beaucoup plus d'un point de vue agricole par rapport à la ressource en eau. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était possible, mais on avait oublié un élément fondamental, l'environnement. Alors, on est venu avec cette idée dans les années 2010, un peu avant, beyond, au-delà de more crop pay drop. C'est-à-dire qu'on tenait en compte maintenant de la contribution de l'environnement et comment préserver l'environnement, ce qui permet d'avoir une production correcte. Donc, de manière globale, et nous disposons de meilleurs systèmes de filtres qui existent dans le monde, qui est le sol. Le sol permet de filtrer l'eau globalement, et ça, nous le devons au bon Dieu, ceux qui sont croyants, bien sûr, j'en suis un, et je pense que l'homme n'a pas inventé meilleur que le sol pour filtrer pour le moment, parce que tous les filtres sont basés sur ça. OK? Donc, nous devons avoir des politiques qui tendent à recycler l'eau, peut-être pas de la manière dont nous le faisons aujourd'hui. Ils ont des bassins de décantation, des trucs. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres technologies, il y a de nouvelles technologies qui sont dans le marché, qui permettent quand même de vouloir, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles visions qui sont basées sur des bactéries. Je crois que mon ami, il est là, il sait de quoi je parle quand je parle du basalia. Ça, c'est un des éléments qui sont des techniques qui peuvent permettre d'épurer les eaux usées et de les réutiliser à des fins à usage productif. Et c'est ça qui est important. Ça peut être l'eau pour la boisson, ça peut être l'eau pour l'agriculture, ça peut même être de l'eau qui retourne dans les industries pour permettre des trucs. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire sur les eaux usées. Maintenant, une bonne question, c'est sur la gestion endogène ou autochtone, un pays Mossi ou un pays Zoulou. De manière globale, on peut même dire le haut plateau éthiopien. Également, c'est valable dans ces endroits-là. Qu'est-ce qui se passe? On est dans des zones où la pluviométrie est très faible. Et donc, on ne compte que sur les précipitations pour stocker de l'eau. Et cette eau-là, il faut qu'on a des périodes sèches qui sont très longues. L'hivernage ne dure pas plus de 4 mois dans certains endroits, mais le plus souvent, c'est 3 mois. Et donc, on doit stocker suffisamment d'eau jusqu'au prochain hivernage. Donc, pendant 9 mois, on n'a pas d'apport. Et donc, comment on gère ça? Si vous allez à un pays Mossi, par exemple, au Burkina Faso essentiellement, pour ceux qui connaissent un peu la topographie du Burkina Faso, je dirais que c'est une assiette de soupe renversée. C'est-à-dire, au sommet, vous avez ce qu'on appelle le plateau. D'ailleurs, on l'appelle plateau Mossi, parce que c'est là où il y a la forte concentration de Mossi. Et au Burkina, toute précipitation qui tombe va ailleurs, sort du pays. L'eau qui tombe au Burkina ruisselle et sort du pays, parce qu'il va aller dans la Volta, qui va continuer jusqu'à l'océan Atlantique au Ghana, ou bien ça va aller dans le bassin du Niger plutôt, et ça va aller continuer, aller au Niger, au Nigeria, etc. Ou bien ça va dans la Comoé, et ça va aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, pratiquement, il n'y a rien qui reste là-dedans. Donc, historiquement, ils ont commencé à développer des petits ouvrages, des retenues collinaires qui sont devenus par la suite tous ces petits barrages dont on parle. Entre le nord du Burkina, le sud du Burkina et le nord du Ghana, il y a à peu près plus de 3000 à presque 4000 de ces ouvrages-là qui sont développés. Et initialement, c'est parti sur des connaissances endogènes avant que les techniciens
viennent pour essayer d'améliorer par des ouvrages d'art, des ouvrages en béton, etc. Mais la connaissance, il était là-bas. Mais il y a plus important au Burkina Faso. Un exemple que j'ai pu avoir dans Green Cross, qui est une ONG, qui expliquait, parce que je m'intéressais aux différentes institutions en charge de l'eau. Et c'est là où je me suis rendu compte, à côté du chef, le plus important, qui est le Mogonaba, qui est le patron, le deuxième patron le plus important, c'est lui qui est en charge de la ressource en eau. Donc, ça veut dire qu'ils ont inscrit l'eau au top de leurs priorités. Voilà. Donc, il ne faut jamais perdre une goutte d'eau, autant que cela se peut, parce que c'est une zone sèche, une zone où il y a un affleurement de la cuirasse, donc une zone où il y a une forte évaporation. Et en poussant la réflexion, je me suis rendu compte que dans les villages, il y a un jour où tout le monde, où on empêchait les gens traditionnellement d'aller à la mare d'eau. Et ce jour-là correspondait exclusivement à un jour où il n'y a pas de travaux champêtres. Et s'il n'y a pas de travaux champêtres, ça veut dire que les enfants ont tendance à aller vers les mares d'eau et ça créait de la turbidité dans l'eau. Tout le monde rentrait dans l'eau, on piétinait l'eau, etc. Donc, il a fallu choisir un jour pour laisser la décantation, pour arriver, pour avoir de l'eau. Ça, par exemple, j'ai trouvé ça extraordinaire. Cette idée-là, et comment faisait-on? On disait que c'est les djinns, ok, qui ce jour-là, c'était généralement un jeudi, qui vit dans l'eau, et voilà. Donc, ça faisait un peu peur, et les gens n'y allaient pas. Alors, ça, c'est par exemple une astuce sur comment gérer une ressource en eau dans ce milieu-là. Mais ce qui est le plus important, c'est juste après le Mogonaba, qui est le patron de tous les Mossi, la deuxième personnalité de l'État, c'est celle qui est en charge de la ressource en eau. C'est très important. OK? Maintenant, un pays zoulou ou un pays ou sur les hauts plateaux éthiopiens, étant donné qu'il pleut très peu, la plupart des maisons étaient pourvues de gouttières pour que les eaux qui tombent dans les toits puissent être récupérées et mises dans les puits qui sont souvent qui constituent le sous-sol même de la case. Il y a plein d'endroits en Éthiopie où le puits, c'est même dans la case, où on peut prendre cette eau-là. Ça veut dire qu'on ne veut pas laisser l'eau ruisseler et partir ailleurs, on essaie de la maximiser et par conséquent d'augmenter le bénéfice qu'on peut tirer alors. Now, well, you ask... non, avant ça, il y avait une question sur la télédétection. Bon, but I can answer in English. Je vais le faire aussi en français. Don't worry. Le problème, c'est les données spatiales. C'est une approche très intéressante, mais qui nécessite aussi qu'il y ait une approche de terrain, de ground truthing. Les données collectées sur le terrain sont fondamentales pour qu'on ait, malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas. Et souvent, les données qui proviennent des satellites, ouais, on vous dira, le satellite a une bonne résolution, 5 by 5 meters, etc., etc. Voilà, tout ça c'est bien. 15 by 15, quand c'était Landsat TM, hein, on pouvait downscaling de 30 par 30 jusqu'à 15 par 15. Aujourd'hui, on peut même avoir 1 square meter, 1 by 1 meter résolution. Mais le problème, c'est qu'il faut nécessairement du ground truthing.
au moment où l'image est prise, il faut que les gens soient sur le terrain pour collecter des données. Et c'est ça qui ne se fait pas. On a pas mal de données satellitaires, on peut les utiliser, on doit les utiliser, mais elles ont besoin d'être ramenées à la réalité d'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on collecte des données de terrain. Et collecter des données de terrain veut dire investir sur la collecte de données. C'est ce qu'on ne fait pas généralement. On a les SRTM. Hein? On a pas mal de données. On a les Sentinelles 1, 2, 3. Hein? Je suis très truc par SWOT. Ça paraît être des trucs très intéressants. Et je pense que c'est une des voies, une des solutions. Mais il y a d'autres possibilités également, comme les Argos Units pour les eaux de surface dans les fleuves. Et l'histoire a montré qu'en installant des balises Argos à la sortie du barrage de Bagré et à l'entrée, à un autre point à l'entrée du Ghana, nous avons réussi à éviter les conflits entre le Ghana et le Burkina en 2007. Donc, la donnée scientifique est fondamentale dans la gestion des ressources en eau. Donc, ce sont des choses qui sont, il y a pas mal de panoplies. Mais le problème, c'est d'être sur le terrain pour collecter des données. Et c'est ce qui ne se fait pas. On vous dira. Bon, maintenant, les réseaux, parce que moi, j'ai eu la chance de travailler sur les réseaux météorologiques et hydrométriques en Afrique. Mais la plupart des systèmes ne marchent pas. Nous avons essayé dans le cadre d'un programme qui s'appelle WASCAL, West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use. Et j'insiste sur le terme Adapted Land Use, parce que la plupart des modèles ne tiennent pas compte des changements des états de surface. Je fais partie de ceux-là qui ont monté WASCAL. J'ai été directeur scientifique du centre de compétences de WASCAL. Et je sais de quoi on parle. Je sais également que nous avons fait l'inventaire des stations dans les 11 pays de WASCAL, donc de l'Afrique de l'Ouest, et de SASCAL en Afrique australe. Et on se rend compte que la plupart des stations ne fonctionnent pas. Il y a très peu d'États. Les États ne financent pas les systèmes d'observation de manière globale. Le partage des données que nous avons pose problème dans la mesure où, pour des raisons scientifiques, que je sache, en Afrique, jusqu'à ce que je quitte l'Afrique de l'Ouest, là, jusqu'à ce que je prenne ma retraite, entre guillemets, quotation mark, quand vous allez dans un pays et vous voulez les données pluviométriques journalières, vous devez payer, à l'exception de très peu de pays. Donc, un que je salue ici, c'est le Ghana. Pour des raisons de recherche, it's all free. Mais dans tous les pays francophones, on vous demande de payer. Et vous ne savez pas pourquoi vous payez. C'est la réalité. Donc, comment veut-on avancer dans le processus scientifique si nous n'avons pas accès à la donnée? Et ce que nous avons, c'est de la donnée brute. Ce n'est même pas une donnée qui est traitée auparavant. Ensuite, on vous dira Aquastat. J'ai bien vu Aquastat là. Voilà, mais j'ai 50 000 réserves sur Aquastat. Peut-être que ce n'est pas le moment ici, ni l'idée de le faire, mais je peux. C'est des données auxquelles, personnellement, que je ne prendrai qu'avec des pincettes. Pour plusieurs raisons. Sur la nature de la collecte de la donnée,
qui a fourni la donnée. Il n'y avait pas de traçabilité sur la donnée. Et ça, c'est fondamental. Nous avons besoin de faire des efforts, nous autres Africains, nos pays, nos gouvernements. Nous avons, et c'est un appel que je lance, nous avons besoin d'investir dans la collecte de données avec l'appui de la coopération. Mais nous ne devons pas nous dire que pour collecter de la donnée, on s'appuie exclusivement sur les partenaires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Les réseaux que nous avons, nous avons besoin de densifier notre réseau d'observation et nous ne l'avons pas. Nous avons un réseau qui est lâche. Je pense qu'au niveau de l'OMM, on vous dira qu'il faut 50 km environ entre deux stations synoptiques, etc. Vous prenez des pays, je ne veux pas les blâmer, hein? Parce que c'est un exercice que j'ai fait pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, à regarder les stations. Vous allez dans une station, vous allez trouver des brands de différents pays. Européens, chinois, américains, français, etc. Tu ne peux même pas comprendre. Mais plus que ça, on vous dit, il y a tant de stations qui fonctionnent, il y a tant de stations dans un pays. Je vais terminer dans une minute. On dit, le pays dispose de tant de stations. Je prends les stations synoptiques seulement. On vous dit, le pays, il y a un pays où on m'a présenté la liste, 11 stations synoptiques. Il y a une seule qui marche. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce que c'est la station qui est à l'aéroport. Parce que s'il n'y a pas une station qui marche à l'aéroport, un avion ne peut pas atterrir, un avion ne peut pas décoller. Donc, comme nos chefs, c'est des voyageurs devant l'éternel, ils ont besoin que ces stations-là marchent. Et je vais conclure par ça en disant vraiment merci et je suis très heureux de participer à ça. Merci beaucoup, Dr. Boubacar, c'était passionnant. On retient votre appel à investir dans les données. Je crois que c'est une discussion qui pourrait continuer longtemps, mais cet appel-là, il est clair. Et de nommer tous les premiers ministres de l'eau dans chaque pays africain pour s'assurer de la priorité. Merci beaucoup à M. Cassier. Merci à nos illustres intervenants. Et si je dois dire un mot sur ce panel, disons, pointu et dense. Et vous aurez tous compris et je suis ravi qu'on ait des sommités de ce type à notre